Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, on s'intéresse aux règles de base d'On-Mars. Voilà, donc On-Mars. Vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de choses de positionnées sur la table, mais on va en rajouter petit à petit et ça va en même temps expliquer un petit peu le jeu. Donc de là, ce que vous pouvez déjà constater et revoir par rapport à la vidéo de présentation du matériel, le plateau de jeu principal est divisé en deux parties. La partie orbite, la partie planète. Donc, on arrive sur Mars avec une expédition, une colonie, plusieurs colons. Il y a déjà des robots qui ont effectué pas mal de boulot sur la planète et ont déjà installé les bâtiments principaux en un seul exemplaire du jeu, à savoir donc une mine, une station hydraulique, des serres, une station d'oxygène et des générateurs d'énergie. Je ne sais pas exactement si le nom des bâtiments c'est ça, mais l'idée est là. Par contre, pour ce faire, on va devoir descendre sur la planète. Pour descendre sur la planète, a été mis en place un système de navettes représenté par ce petit meeple très sympathique qui va faire des allers-retours entre l'orbite, où il y a la station orbitale, et la planète, où il y aura la colonie. Donc, il va y avoir des allers-retours entre les deux phases du plateau. Il faut savoir que là où se situent nos jetons joueurs, on ne pourra pas, si nous sommes sur la planète, donc de ce côté-là du plateau, faire les actions qui sont sur l'orbite. Et inversement, si on est en orbite, on ne pourra pas faire les actions qui se trouvent sur la planète. On a des corporations qui ont envoyé plusieurs de leurs unités qui vont devoir travailler ensemble pour construire la base la plus géniale possible. Cependant, On-Mars reste un jeu compétitif où ce sera la faction qui aura pris le plus de points d'opportunité, parce que finalement c'est ça, c'est la faction qui a été, pas la plus efficace, mais qui a pris le plus d'initiative et a optimisé au mieux la base, qui va remporter la partie. Donc, on arrive en orbite avec un certain nombre de matériel. Effectivement, la planète Terre n'a pas envoyé simplement les colons comme ça. Pour ce faire, elle a envoyé des plans représentés par ces cartes-là, ou les cartes en dessous jaunes. Les cartes bleues seront des cartes plans de niveau 1. D'accord? C'est les cartes de base. Chaque carte plan qui seront accomplies permettront de renforcer des actions. Car comment marche On-Mars? C'est un système où vous allez devoir réaliser une action, votre collègue une action, et ensuite la phase navette. Il y a un petit détail que je rajouterai, il y a une action exécutive, c'est une action secondaire si vous voulez. C'est une action qui a un coût, qui n'est pas obligatoire d'être réalisée à tous les tours. J'y reviendrai par la suite. Ces cartes plans permettent de rajouter des actions exécutives supplémentaires à moindre coût. C'est ça l'idée de pourquoi il faut aller les chercher. Voilà, on arrive en orbite avec des plans. On arrive aussi avec de la technologie, car il va falloir faire en sorte que ce soit le plus prospère possible. Et pour ça, il va falloir les aider. Et pour les aider, on apporte un certain nombre de technologies à nos colons et à chaque colon de chaque corporation pour qu'ils puissent à la fois travailler ensemble, puisque les technologies acquises par un pourraient être utilisées par l'autre et inversement. Tout ça pour construire une base qui soit la plus optimisée possible, comme je vous dis. On va avoir la possibilité de faire en sorte que notre technologie qui est arrivée sur Mars, on va pouvoir la rendre de plus en plus puissante. Là, je vais devoir faire appel au plateau joueur. Le plateau joueur est ici.
On va se concentrer sur la partie centrale, ici, qui représente l'arbre de technologie personnelle de de notre corporation. Il y a déjà un jeton de base qui est mis en place, qui représente la technologie de construction de nos abris. Une technologie évolue dans l'arbre, de gauche à droite. Plus elle est à droite, la technologie, plus elle va rapporter de points et plus elle sera forte. On paye le coût pour l'évolution de la technologie sur son tableau personnel par l'intermédiaire des symboles qui sont représentés au-dessus. Donc, c'est des ressources qu'on va devoir payer. Je vous ai dit qu'on allait pouvoir s'entraider si le collègue veut utiliser ma technologie ou si on veut utiliser la technologie du collègue. Ce qu'il faut faire, c'est que c'est possible. Cependant, si j'utilise la technologie du collègue, il faudra accepter qu'il gagne une ressource qui est relativement compliquée à avoir sur la planète, qui est de l'oxygène. La Terre a fait en sorte d'apporter un maximum d'aide pour sa future colonie. Donc, elle envoie des ressources de base représentées ici. Il y a une ressource qui ne peut pas être disponible dans la station orbitale, c'est le minerai extrait des mines de Mars. Ça semble logique et c'est en même temps très thématique. On arrive sur Mars, on fait les actions dont on a besoin pour pouvoir aller ensuite sur la planète pour la développer au maximum. Pour développer au maximum la planète, on va avoir plusieurs choses qui vont nous être mises à disposition et qui vont être nécessaires aussi. Donc déjà, qu'est-ce qui va être nécessaire de faire? Il va être nécessaire de construire des bâtiments. Bâtiments représentés ici. Ces bâtiments qui vont être construits, on a besoin d'une ressource particulière pour les développer. Par exemple, si je veux construire une serre, je vais devoir payer une ressource d'eau. Si je veux construire un bâtiment qui va faire de l'oxygène, je vais devoir dépenser une ressource, on va dire, d'agriculture. Ensuite, ces bâtiments qu'on va poser sur la planète vont être des bâtiments de base, mais on va pouvoir les améliorer. Pour les améliorer, on va utiliser donc les plans issus de la planète Terre et on va les utiliser. Une fois qu'on va prendre un plan avec nous, donc lorsqu'on est en orbite, on passe à la planète. Avant ça, on a décidé de prendre un plan, par exemple, au hasard, complètement celui-ci. Je prends un plan, je le mets sur mon plateau, avec cette action-là. Je y mets un petit meeple dessus d'usine. Cette usine représente un bâtiment hydrogène amélioré. Quand on prend un plan, on gagne donc la ressource. Ça, je ne l'avais pas dit, mais on verra dans la partie comment ça se passe exactement. Cependant, je l'ai avec moi. Mais ça ne veut pas dire que mon bâtiment hydrogène est amélioré. On a juste un plan pour l'améliorer. Là, si on veut l'améliorer, on va avoir besoin donc de notre plan et de notre robot. Lorsque l'on veut construire ou améliorer un bâtiment, ce sera à distance d'une case inclus maximum de notre robot. Pareil pour les améliorations, il va pouvoir améliorer les bâtiments qui lui sont adjacents ou lorsqu'il est au-dessus. Là, si je veux améliorer un bâtiment hydrogène, il va falloir, ou d'oxygène, il va falloir que je mène mon robot ici, que je dise, je fais l'action amélioration, je paye le coût de l'amélioration qui est d'un minerai pour améliorer mon bâtiment. Et c'est comme ça que l'on voit que le bâtiment a été amélioré. Il y a le meeple usine dessus le bâtiment. Dit comme ça paraît très simple. Sachez juste que c'est pas si évident que ça à réaliser. Je continue et après je ferai un détail sur les actions. Ici est un cartouche très particulier puisque comme on vient coloniser la planète, on va faire appel à des spécialistes. Ces spécialistes sont des scientifiques dans un domaine pointu.
Ces scientifiques sont représentés ici. Et pour venir les chercher, il va falloir les acheter. On les achète comment? Vous allez voir qu'il y a donc, c'est un jeu pour 4 joueurs, comme je disais au maximum. Il y a une couleur par joueur, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule et unique place pour un de nos meeples. On va aller chercher un scientifique en payant le coût indiqué juste en dessous. Imaginons par exemple que je souhaite prendre donc encore une fois mon géochimiste qui est là, voilà, je paye donc 2 hydrogènes pour l'avoir. Une fois que j'ai acheté mon géochimiste, je vais avoir une carte plan qui va venir, carte contrat qui va venir prendre la place du scientifique que j'ai recruté. Et le coût sera d'un minerai pour aller le chercher. Et encore une fois, si on va aller chercher les contrats envoyés par la Terre, il faudra y mettre un nouveau meeple ici. Donc il faudra l'avoir retiré, puis le remettre. On va pouvoir évidemment se déplacer sur la planète Mars. Ça, c'est grâce à l'action qui est ici et en envoyant sur la planète notre rover. Car oui, il va y avoir des ressources. En effet, on voit de haut de l'orbite qu'il y a des choses à aller chercher. Donc les choses à aller chercher vont être représentées à la mise en place par ces tokens qui vont être des technologies, des améliorations de technologies et pourquoi pas tout simplement des ressources aussi. Alors hop, je mets ça en place, voilà. Tac. Donc là, ça serait des améliorations de technologie. Mais lorsque l'on descend sur la planète, on a fait un repérage aussi. Et c'est à ça que servent les 2 colonnes qu'il y a là. C'est qu'on va pouvoir en sélectionner une et la mettre à distance de 3 de son rover. Le rover, lui, c'est un véhicule qui permet d'aller chercher, explorer la planète. Lorsqu'il s'arrête sur une tuile technologie, représentée par ces carrés, il s'arrêtera dessus. Il peut se déplacer de 2, d'accord? Il s'arrêtera dessus. Mais il peut y avoir aussi des cristaux. Ces fameux cristaux-là. Et là, si par exemple, il fait une action où il peut se déplacer de 3, il va aller récupérer les cristaux et s'arrêter sur la technologie qui sera remportée par le joueur en question. Donc, 2 véhicules bien distincts. Un véhicule d'exploration et de prise de ressources. Un véhicule de construction qui, si lui marche sur des ressources, va les casser. Elles seront devenues inutilisables. Et un autre type de bâtiment, ce seront nos vaisseaux. Car il sera possible de débloquer des navettes personnelles qu'on va sortir de nos hangars personnels en utilisant l'action qui est ici. Et elles viendront se mettre dans le poste de lancement, juste là, les navettes permettant de récupérer des colons et des robots. Bon, vous allez me dire, ouais, bon, à quoi bon faire toutes ces actions? Quelle est l'idée finalement? L'idée est de rendre la station, notre base, comme j'ai dit, la plus optimisée possible, la plus viable possible pour amener un maximum de personnes sur la planète Mars. Comment c'est représenté? C'est représenté grâce à ce token, cette petite figurine en bois. Bon voilà, donc j'ai ma station LSS qui représente le niveau de viabilité de ma base. Ok, très bien. Mais comment ça marche? À chaque fois que nous allons construire un bâtiment d'un type, nous allons faire progresser le curseur en question. Ok, super. Et est-ce qu'on peut aller au-dessus? On peut aller au-dessus, puisqu'à chaque fois que l'on construit un bâtiment d'un type, on va progresser sur ce panneau de viabilité de la station. Ok, très bien. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va nous permettre de gagner tout ça? Eh bien écoutez, c'est très simple. 2 choses. À chaque fois qu'on va faire progresser une jauge de bâtiment, on va avoir en plus des bonus qui vont nous être attribués en fonction des tuiles que l'on aura tirées au hasard. Par exemple, si je fais monter ma station d'hydrogène ici, ou d'oxygène plutôt, ici, je vais avoir des points en fonction du nombre de meeples qui sont dans mes abris,
et en même temps bénéficier d'un des bonus ici. Et ça, c'est très bien puisque ça va nous permettre d'améliorer nos ressources. Et en même temps, lorsque l'on améliore notre station, ça veut dire déjà qu'on fait du bon travail, c'est bien, mais on va en plus pouvoir progresser sur l'objectif final d'OnMars, qui est d'avoir une planète la plus viable possible, grâce à notre colonie et à ses bâtiments. Ok, chouette, super. Qu'est-ce qui se passe si on fait arriver tous les bâtiments au moins au niveau de notre station? On va pouvoir passer au niveau suivant. Et lorsque l'on monte de niveau, notre navette a de moins en moins besoin de faire des allers-retours. Du coup, elle va mettre un tour supplémentaire à chaque stade d'orbite ou de planète avant de regagner l'orbite ou la planète. Et lorsque l'on arrive au dernier niveau, la partie est terminée. Car oui, comment termine OnMars? Lorsque notre station LSS est devenue intégralement viable, c'est-à-dire en ayant atteint ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a tous les bâtiments qui sont arrivés ici, tac, qu'on a fait ça, voilà, qu'on se retrouve dans cette situation, ou pourquoi pas dans cette situation-là aussi, pas de souci, ça marche. Et suivant d'autres points, il va falloir remplir des quêtes, ou du moins des objectifs, qui ne sont absolument pas obligatoires, mais c'est eux qui vont rythmer la partie. Comment? Alors, on va avoir des cartes objectifs, comme je vous ai présenté. On prend les cartes objectifs courts, on en prend deux, représentées par ce symbole-là, vous voyez, c'est le cercle, il ressemble à une Pokéball, là, d'accord? Voilà. Deux actions courtes et une action longue où c'est tout plein. Et en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir sur le côté un chiffre. D'accord? Ce chiffre, c'est là où on va devoir, représente un curseur. 7, 3 et 2. Et à chaque fois qu'une de ces deux actions sera faite ou accomplie, on va devoir avancer le curseur. Et une fois que le curseur de l'objectif en question est arrivé au bout, l'objectif est terminé et on va avancer ce gros cube-là qui représente la quantité d'objectifs à atteindre pour terminer la partie. Et une fois que ce cube aura été déplacé jusqu'ici, donc aura été déplacé 3 fois, la partie se termine. Je précise bien, une fois que ce cube aura été déplacé 3 fois, et non lorsque les 3 objectifs auront été terminés. Parce que le LSS, lorsqu'il monte, fait obligatoirement avancer ce cube-là, quoi qu'il arrive, sans avoir besoin de terminer un objectif. Il se peut très bien qu'en un tour, vous ayez votre LSS qui soit monté, donc vous ayez avancé, il ne reste plus que 2 à faire, et sur le même tour, avec par exemple la prise d'une technologie et l'accomplissement d'un contrat en ayant mis les ressources dessus, vous terminez la partie en un tour. C'est très brutal quand ça termine. On s'y attend, hein, à un moment ou un autre que ça termine, mais on n'a pas le temps de tout faire et ça va extrêmement vite au final. C'est des parties qui peuvent paraître longues. Quand je vous dis ça fait peut-être 2 heures, 2 heures et demie, allez, pourquoi pas. Mais on ne voit pas le temps passer et quand la fin arrive, on se dit punaise, déjà. Voilà, donc là vous avez une grosse idée de comment marche OnMars. Je vais revenir sur 2 points. Le premier point qui vont être les actions, vous voyez, il y a des cercles avec des meeples rouges sur le côté et certains où c'est que du bleu. Alors, ça va me permettre de joindre mon deuxième point qui est comment on réalise les actions. Eh bien, c'est un petit peu comme sur Dinogenix. Pour les ressources bleues, pour les actions bleues, on va prendre on va dire voilà, je veux faire cette action-là. On va prendre un de nos colons et on va le mettre dans son espace de travail. Et on va pouvoir aller chercher la ressource dont on a besoin.
Et quand vous avez ce petit meeple en bas avec le signe infini en dessous, c'est qu'on peut en passer autant qu'on veut dans l'espace de travail pour aller chercher autant de ressources, dans mon cas, que nécessaire. Mais ça peut très bien être aussi, tout simplement, réaliser autant de fois l'action qu'on le souhaite. Parfois, ça n'est pas des meeples, c'est des cristaux qui sont demandés. Voilà, et les cristaux permettant de faire avancer nos véhicules. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est les rouges? Les rouges, c'est la même chose, à peu de choses près. Les rouges, à la place de mettre notre colon dans l'espace de travail, on va l'immobiliser, on va l'affecter à une tâche. Il va être bloqué sur la planète. Et c'est seulement lorsque l'on reviendra en orbite, pour notre exemple, que l'on pourra récupérer notre colon et le réaffecter à son abri. Donc voilà, à chaque fois que l'on voyage, on récupère tous ces colons et on les réaffecte. Là, j'ai envie de rebondir sur deux choses. Si j'ai plus de colons que de places dans mes abris, parce que là, vous voyez, j'ai que 4 places, il faudrait que je libère un abri pour y débloquer de la place. Mais là, ce n'est pas le cas. Si j'ai plus de colons que de places dans mes abris, ben on le considère comme mort. Autre petit point. Imaginons que toutes les places soient prises. Et comme on va faire ici une partie contre l'automa, je vais expliquer que la version 2 joueurs. Là, pour notre coup, imaginons que voilà, ce soit comme ça. Je peux réaliser quand même cette action ici, mais je vais devoir en payer l'excédent, enfin en payer le coût. En fait, je dis voilà, je veux faire cette action. La faction qui est majoritaire dans cet emplacement-là, c'est les jaunes. On va les retirer, ils vont rejoindre l'espace de travail du collègue et je vais pouvoir le poser ici en payant un coût supplémentaire, parce qu'il y a une place qui est déjà prise, soit en passant un nouveau colon dans mon espace de travail, soit en payant un cristal. Ok, c'était la version la plus dure, je vous la refais sous un autre angle. Imaginons qu'il y ait déjà un jaune à cet emplacement et que je veux réaliser cette action, je peux très bien le faire en posant mon colon, il y avait déjà une place de prise, et en payant le coût en déplaçant un colon en plus dans mon espace de travail ou en payant un cristal. C'est exactement la même chose que je viens de vous expliquer, seulement l'étape d'avant c'était au cas où si tout était plein. Concernant notre plateau principal, vous allez voir qu'il y a encore quelques places à expliquer. La partie des abris, une fois qu'on fait une action de construction comme là-haut, qu'on y dépose un abri, on va avoir plus de places qui vont se libérer pour accueillir nos colons. En dessous, c'est la quantité de ressources que l'on peut avoir, Le maximum de ressources que l'on peut avoir et la valeur suivante, c'est une ressource plus un abri. C'est-à-dire que, imaginons que je n'ai qu'un seul et unique abri de poser sur mon plateau, par exemple celui-ci, je vais pouvoir avoir une ressource plus un abri, 2 au maximum dans mes réserves, dans mon stock. Lorsque l'on a des cristaux qu'on vient de remporter grâce par exemple au rover, ils ne sont pas directement utilisables. Ils passent d'abord par une sas certainement d'optimisation, de vérification si tout est bon et on peut les utiliser. Donc ils vont dans un secteur très précis de notre entrepôt, là. Et à notre prochain tour, on pourra les réaffecter. Si dans mon cas ici, j'aurais eu 4 cristals, je n'ai que 3 places, le cristal de trop est dégagé. C'est-à-dire que si on a une mécanique où on va avoir beaucoup de cristal, il va falloir que l'on débloque des places dans notre hangar en dégageant ces vaisseaux. Le nombre de navettes ou de vaisseaux que l'on peut avoir dans notre hangar correspond au niveau actuel de la colonie, donc représenté par le LSS. Dans mon exemple à moi, là, maintenant, voilà, notre LSS serait au niveau 3. Je peux avoir au maximum que 3 navettes et donc 3 places disponibles supplémentaires. Il y a 5 espaces, vous aurez compris, vous ne pourrez pas tout débloquer, c'est impossible. C'est totalement impossible, il va falloir faire des choix. Ce tableau ici,
représente les actions exécutives. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez déplacer un vaisseau dans le hangar, vous allez débloquer une action exécutive supplémentaire. Leur coût sera représenté par la quantité de cristaux qui seront sur le côté. Par exemple, si je veux gagner un minerai en action exécutive, il faudra que je paye 3 cristaux pour que j'accueille un minerai supplémentaire. Ici, c'est une petite réserve que je me suis fait en plus. L'automa s'appelle Lacerda, représenté par ce deck de cartes. Donc voilà comment ça va se passer. On va avoir un deck qui va s'écouler petit à petit, d'accord? Représenté sur les cartes, vous allez avoir les objectifs A, B ou C. Donc, j'y reviendrai juste après. Vous avez ici une flèche, tout comme vous allez avoir parfois, si ça veut bien, une croix. Quand vous avez une flèche, ça veut dire que Lacerda va prendre la navette et va aller donc soit en orbite, soit sur Mars, suivant sa localisation à l'instant T, donc représentée par cette flèche. Et lorsqu'il y a une croix, Lacerda ne bouge pas, elle reste où elle est. Qu'est-ce qui se passe avec ces chiffres en dessous? Lacerda en orbite va faire l'action numéro 1, 2 et 3, représentées par les chiffres ici. Lacerda pose ses colons, n'a pas de ressources et a toujours suffisamment de colons pour faire l'action. Cependant, Lacerda, lorsque par exemple on était dans cette situation-là, à la place de payer des colons, elle doit payer des cristaux. Ça sera sa seule ressource et son seul frein dans le jeu. Si elle n'a pas les cristaux suffisants pour remplir l'action qu'elle doit faire, elle va à la place déplacer son rover sur la planète en allant chercher les technologies et les ressources dont elle a dans son viseur, tout simplement. Autre petit point par rapport à Lacerda, Lacerda, à chaque fois qu'elle passe de la colonie à Mars, va construire un bâtiment, puisque son robot, à la place d'être sur son abri ou sur la planète, il sera ici. Et l'emplacement d'où il se situe, il va construire le bâtiment en question. Il construit le bâtiment qu'il y a besoin en fonction du statut de la colonie. Par exemple, imaginons que l'on soit dans cette situation-là et on lui dit, ben voilà, tu vas devoir construire. Ok, tu construis, ben là, une mine, il peut le faire. La mine, c'est le seul bâtiment où il n'y a pas de frein. Mais imaginons qu'il aurait été dans cette situation-là, puisqu'il avance toujours par là, dans ses étapes de construction. Ben là, on lui aurait dit, tu dois construire un générateur d'énergie. Les règles de Lacerda lui imposent de ne pas construire de bâtiment où la station LSS est déjà, on va dire, suffisamment viable. Là, le bâtiment qui est nécessaire de construire, c'est le bâtiment hydraulique. Donc, il va construire toujours le bâtiment qui est juste à côté. Dans ce cas-là, il pourra construire la station hydraulique et il pourra avancer après la construction. Voilà, donc imaginons que l'on aurait été dans cette situation-là. Comme il construit tous les bâtiments dans cet ordre-là, il aurait construit le bâtiment plante, aucun problème. Imaginons que l'on aurait été dans cette situation-là. Il n'aurait pas pu construire celui-là, mais il va devoir construire une mine puisqu'il fait toujours ça en boucle. Il ne peut pas faire autrement. C'est, comment dire, là, dans notre cas-là, on lui dit vas-y, construis, il construirait une mine puisque la mine, on l'a dit, il l'a construit, quand il peut la construire, il la construira quoi qu'il arrive. Donc là, dans notre cas-là, la mine devient prioritaire à la construction. Si ça n'a pas été très clair là, maintenant dans mon explication, en cours de partie, ça sera facile à comprendre, vous allez voir rapidement. Je continue. Maintenant, mon deck arrive au bout de Lacerda. Comment on fait? Eh bien, on le reprend, on le remélange et on repart. Et là, cette fois-ci, on va tenir compte des lettres des objectifs en haut. Et à chaque fois qu'elle va jouer,
pouf, elle va faire avancer le curseur. C'est ce qui va accélérer et précipiter la partie. La partie, évidemment, prend fin lorsque l'ensemble des objectifs a été accompli. Vous vous doutez bien que c'est conçu pour que si jamais on n'a pas avancé sur les objectifs, Lacerda puisse mettre fin à la partie d'une manière ou d'une autre grâce à ce procédé-là. Je reviens quand même sur un point. Si on arrive au stade où le LSS est arrivé, on va dire, à un niveau et on va pouvoir passer au niveau suivant, Lacerda construira une mine. Lacerda construira un abri, va pouvoir accueillir un vaisseau et il accueille en plus un robot sur son plateau, pas en jeu ici. Parce que le robot, suivant les objectifs, permet de scorer des points. Par exemple, là, ça tombe bien, on a une tuile ici qui est de l'ordre de 2 points d'opportunité par robot. Là, pour le coup, il gagnerait 2 points x 2, 4 points parce qu'il a 2 robots. Voilà, donc ce sera tout pour la présentation d'OnMars. Je pense que j'ai fait globalement le tour. Ça a duré certainement plus de 15 minutes. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On en discutera ensemble de manière très volontiers. La partie d'OnMars s'en vient très bientôt. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être tenu informé de la sortie de la partie d'OnMars. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!